après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSit. Bienvenue à tous pour cette deuxième édition du Café Confiné. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Le contexte est toujours un peu complexe dans cette crise sanitaire et de savoir déjà si vous allez bien, en tout cas on l'espère. Bienvenue sur cette seconde édition du Café de campagne qui fait suite en tout cas à la démarche des cafés confinés qu'on avait fait pendant le premier confinement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Tesson, je suis directrice chez InSit. Et puis, j'avais contribué avec Thibaut à créer ce beau projet. Alors, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de remplacer Thibaut qui ne pourra être présent avec nous puisque son papa est décédé hier. Donc, il ne peut pas être présent avec nous. Donc, on pense bien fort à lui dans ce contexte-là. Mais cependant, il nous a chargé de mener cette animation des cafés de campagne. Et pour ça, on n'entendra pas son bel accent gersois et son dynamisme légendaire pour ceux qui nous ont suivis sur les autres cafés confinés. Et donc, j'aurai la chance de co-animer ce café de campagne avec Elsa, que vous connaissez, et Emmanuel, qui est en direct de Saran, avec Didier, un de nos intervenants. Voilà. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission, elle a un peu des allures de café confiné, puisque le contexte est toujours un peu complexe. On aura la chance d'accueillir Geneviève Gasque-Barès, qui est maire de Condon-d'Aubrac, voilà, dans l'Aveyron. Et puis, pour le mot du maire, on ira ensuite sur le volet des éco-ruraux. On aura un temps d'échange avec Claire Desmar-Poirier, qui a notamment écrit le livre L'Exode urbain, un manifeste pour les ruralités positives. Donc, elle nous parlera à la fois de son expérience comme elle se définit, de paysanne, libraire et de son livre. Et puis ensuite, on finira ce café de campagne avec le plan culture qui se fera en direct de Saran avec Didier Bardy, qui a notamment fondé la maison d'édition la librairie des territoires, dont il nous parlera un peu mieux, et d'autres projets qui sont menés sur Saran. Voilà pour le programme qui est assez inspirant. Qui j'espère vous plaira. On est dans un contexte où en tout cas les thématiques abordées sont d'actualité. On a aujourd'hui un livre qui nous est présenté de libraire, donc je pense que le sujet fait assez débat aujourd'hui pour qu'on puisse en tout cas mettre en lumière et pouvoir l'aborder. Café de campagne, ça a pour objectif de vraiment mettre en lumière les acteurs des initiatives rurales et vraiment d'arriver à pouvoir se saisir de ces enjeux de société et de pouvoir échanger ensemble autour de ça, non pas pour rentrer dans une opposition des territoires, des villes et de la campagne, mais bien pour travailler et échanger ensemble à l'équilibre, en tout cas de ces territoires et à la manière dont on pourrait le réaborder ensemble. On se rend compte aujourd'hui que la ruralité est au cœur de tous les débats, à la fois dans cette crise sanitaire, mais aussi, on le voit, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque l'attente des élections présidentielles aux États-Unis attend avec impatience les résultats de certains États ruraux. Donc, je crois que sans transition aucune, du Wisconsin à l'Aveyron, il n'y a qu'un pas. Alors, je vous propose de démarrer avec le mot du maire. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci beaucoup de nous parler un peu de votre engagement en tant que maire, de cette très jolie commune qui est Condon-d'Aubrac, que je vous invite à visiter. C'est sur le plateau d'Aubrac et dans lequel on peut beaucoup s'y promener et aussi profiter de toute la diversité de son terroir. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Bonjour à tous. Donc, Condon-d'Aubrac, au cœur du Massif central, au cœur du PNR, du Parc naturel régional de l'Aubrac, qui est existant depuis 2018, et pour situer un petit peu tout près de l'Aïole, un lieu qui est quand même très connu avec ses couteaux. Voilà. Alors, Condon, 300 habitants, une commune pas du tout évidente parce qu'on est une commune de moyenne montagne, on a un sommet, entre guillemets, de 1349 mètres,
non, 1439 mètres, pardon. Et ça, c'est le point le plus haut. Et le point le plus bas est dans les Boraldes. Les Boraldes, c'est les rivières qui descendent vers le Lot, les petites rivières. Et là, on est à 450 mètres. Donc, 1000 mètres de dénivelé. Et le chef-lieu de commune, une quarantaine d'habitants. Et ensuite, plein de hameaux ou de villages. Donc, voilà, c'est très particulier, pas très évident pour que les gens se rencontrent. Alors donc, comment je suis arrivée, je suis devenue maire. Eh ben, j'étais très fortement impliquée il y a très longtemps au niveau du comité d'animation du village qui s'appelait Luz Pelatiès, qui est toujours présent. Hein, on a fêté ses 40 ans l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on m'a sollicité pour rentrer au conseil municipal. J'ai donc fait un premier mandat de conseillère municipale et en 1995, j'ai été élue maire pour la première fois. Donc, vous calculez, ça fait déjà un petit bout de temps. Et donc, j'ai toujours gardé cette envie d'animer, en plus de la gestion quotidienne d'une commune, d'animer le territoire. Donc, dans un premier temps, je dirais que c'était assez simple parce qu'il y avait quand même une population plus importante qu'aujourd'hui et surtout plus jeune. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fort vieillissement de la population. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Actuellement, sur la commune de Condom-d'Aubrac, il y a une quinzaine d'enfants seulement de moins de 11 ans. Voilà, donc ça, c'est vraiment un constat à ce jour. Alors, donc voilà, ça, c'est le passé. Donc, nous avons travaillé au niveau de la commune. Nous avons un réseau associatif qui est très fort. Et actuellement, à ce jour, nous avons une quinzaine d'associations. Comme notre commune est très étendue, nous avons des comités d'animation. Nous en avons 3 qui fonctionnent, qui organisent des fêtes locales et diverses autres activités. Donc, c'est quand même un territoire qui est resté vivant. Qui est resté vivant aussi parce que je pense que les jeunes qui partent pour un certain nombre travailler ailleurs ou faire leurs études ailleurs, à un moment donné ont envie de revenir et continuent à participer à ces associations. Alors, donc, c'est véritablement un petit peu avant les années 2010 que là, on a vraiment pris conscience du vieillissement de la population, mais particulièrement du vieillissement à venir, et donc du fait qu'il y aurait moins du vieillissement des agriculteurs. Là, on avait fait, le conseil départemental avait proposé des rencontres autour de, ils avaient appelé ça agriculture à la loupe, donc par canton. Et ils avaient réuni, donc ils nous avaient sollicité les maires pour que nous sollicitions les forces vives de la commune, c'est-à-dire tous les présidents d'associations diverses et variées. Et c'était une première fois certainement, qu'on se mettait autour de la table et avec quel devenir pour notre commune. Donc, il y avait eu des échanges extrêmement intéressants. On était plusieurs communes, donc, et chacun, on avait entendu ce que disaient les autres. Voilà. Et ça, je pense que ça a été un petit peu la chose qui a fait qu'après. Ensuite, il y avait eu aussi les jeunes agriculteurs qui avaient travaillé sur une charte pour le renouvellement de génération. Je ne me rappelle plus comment ils avaient appelé ça. Et là, voilà, une première prise de conscience, vraiment les chiffres après, donc plus de 45%, je pense, d'agriculteurs de plus de 55 ans, et bien sûr, très peu de repreneurs, très peu, enfin, on ne peut jamais savoir véritablement s'il y aura reprise d'une ferme ou non, mais lorsque tous les enfants sont partis ailleurs, ce n'est pas du tout évident qu'ils reviennent. Donc là, on s'est dit, au niveau du conseil municipal, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Alors, on a décidé de proposer un questionnaire à l'ensemble des agriculteurs de la commune, dans un premier temps,
et en leur demandant comment ils voyaient le devenir de leur commune et le devenir de leur exploitation agricole. Et avec donc quelques autres questions aussi. Et on leur demandait aussi s'ils seraient partants pour participer à une réunion collective où là, on proposait de faire venir des agriculteurs pour témoigner. Et donc, on avait bien sûr déjà pris conscience qu'il y avait donc très peu de repreneurs directs, donc des exemples de hors cadre familiaux. Voilà, on a fait donc venir, puisque dans notre groupe donc d'élus de la commune de Gondon, on avait sollicité bien sûr aussi, j'ai oublié de dire, la chambre d'agriculture, la DASEA qui nous ont accompagnés. Il y avait aussi un représentant local de la MSA. Donc tout ce réseau a fait qu'ils ont pu demander à des agriculteurs, donc le cédant et le repreneur, de venir témoigner en bovin viande et en lait, puisque j'ai oublié de dire que les agriculteurs sont essentiellement bovin viande sur notre commune, donc ce qui signifie que c'est certainement encore plus difficile qu'ailleurs une reprise de ferme parce qu'il y a aussi donc des coûts du foncier, les coûts qui sont extrêmement importants. Donc, hors cadre familial, une reprise de ferme comme ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, ça a été vraiment la base du travail, enfin de la réflexion. Et ça a été très, très suivi, hein, puisqu'il y a eu une quarantaine de personnes. Donc, on avait sollicité tous les exploitants agricoles, les familles d'exploitants agricoles. Donc, ça a vraiment été très, très suivi. Ça a été extrêmement intéressant. C'était bien sûr suivi d'un buffet et où il y a eu plein d'échanges entre tout le monde, entre aussi ceux qui étaient venus témoigner, hein, et les agriculteurs de Gondon. Et à partir de là, on a commencé à proposer, puisqu'il y avait des choses qui étaient remontées, des rencontres en fonction donc, de la demande que nous avions eue. Donc, il y a un notaire qui est venu amener des éléments sur les possibilités de fermage qu'il y avait, etc. Il y a le comptable, il y a eu donc tout un apport d'informations qui pouvaient permettre donc aux cédants de pouvoir prendre sa décision pour qu'il y ait un repreneur qui puisse se présenter. Alors bien sûr, et parallèlement, on a travaillé aussi, puisque le foncier, on avait bien pris conscience que le foncier, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, on a mis en place des possibilités d'échange. Le parcellaire est très petit chez nous, sur la partie haute de la commune. On a ensuite eu des contacts avec la SAFER et là, c'est vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, on a la SAFER, on a passé une convention avec la SAFER et la SAFER a stocké du foncier pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires qui ont vendu à la SAFER et stockage de foncier, et ce qui va nous permettre, quand les échanges vont être arrivés au bout, 2 fois le Covid, ça nous retarde quand même pas mal, mais bon, c'est pas grave. Et là, ce stockage de foncier va nous permettre de pouvoir certainement conforter de jeunes agriculteurs en bovin viande, mais aussi d'accueillir de nouvelles populations. Puisque l'idée, c'est l'accueil de nouvelles populations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait très, très, très peu d'enfants à l'école. La moyenne d'âge, alors je n'ai pas la moyenne d'âge sur la commune, mais actuellement, sur 300, il doit y avoir 45 plus de 80 ans. Vous voyez un petit peu, hein, qui vont très bien, qui se portent très bien. Donc, c'est très, très, très bien. On a aussi l'arrivée de population, mais on a aussi une population qui arrive qui est aussi de retraités. Donc, voilà. Donc voilà, on est en pleine. Alors ce groupe de travail au niveau du conseil municipal est toujours actif. Alors a été très très actif de 2014 à 2020, puisque pour aller plus loin,
on a fait une sorte de diagnostic fait par un petit cabinet. Et on a fait parce qu'on a pu, à un moment donné, ce groupe, on s'est dit que on avait apporté de l'information, on avait rencontré les repreneurs, on avait rencontré aussi les jeunes, enfin, on a fait beaucoup de choses et que peut-être il fallait aller un petit peu plus loin. Donc, on a élargi notre groupe très local et on a fait un groupe de pilotage en allant chercher un petit peu les partenaires qui pourraient, pensait-on, pouvoir nous accompagner, tels que la MSA, puisque là, on était vraiment là dans le renouvellement des générations en agriculture, hein. Et on est allé donc vers la communauté de communes 2017 qui venait de se créer, plus grande, 10 000 habitants, et le PNR qui, lui, est arrivé en 2018. Et là, il a donc été décidé de faire une enquête une enquête, c'était des rencontres d'au moins 1h30 à 2 heures, avec un fil conducteur auprès d'une vingtaine d'agriculteurs, donc des plus jeunes et les plus âgés. Et à partir de ce matériau, on a mis en place un plan d'action et depuis donc 2018, on essaie de décliner ce plan d'action. Et c'est donc comment faire pour accueillir de nouveaux habitants en définitive. On n'est plus simplement sur le renouvellement des générations en agriculture, mais comment accueillir de nouveaux habitants. Sachant que tout ce travail fait au fil des années paie, puisque nous avons accueilli au fil du temps déjà des jeunes. Alors, qui ont eu des opportunités, parce que pour l'instant, s'il n'y a pas un coup de main d'une manière ou d'une autre au niveau du foncier, ce ne sera pas possible. Mais par exemple, on a eu une jeune qui s'est installée avec des chevaux pour, comment ça s'appelle, faire… comment oui, en fait, oui, elle fait comment ça s'appelle, ça y est, un ranch, hein, voilà. Et elle s'est installée pourquoi? Parce qu'elle a repris les terrains qui appartenaient à ses grands-parents. Donc ça c'est là. D'autres jeunes, un couple de jeunes qui sont maraîchers, eux, ils sont arrivés donc il y a maintenant bientôt 3 ans. Ils ont pu s'installer pourquoi? Parce que il y a une personne qui avait repris, qui avait une petite ferme familiale, mais qui l'avait repris proche de la retraite et qui maintenant, continuant son activité de plante médicinale, a souhaité accueillir ces jeunes et donc leur a mis à disposition du terrain. Donc on a là un certain nombre de jeunes qui se sont installés, hein, on espère qu'on en aura d'autres. Et donc notre difficulté, nous, depuis toujours et surtout ces dernières années, au niveau d'une commune comme la nôtre, c'est le manque d'ingénierie, quoi, le manque d'appui, parce qu'on a plein d'idées, on a toujours eu plein d'idées, on a toujours eu beaucoup de projets, on fait beaucoup appel au bénévolat. C'est vrai que maintenant, avec le vieillissement de la population, il y a moins obligatoirement de personnes qui s'impliquent. Et donc, c'est vrai qu'en 2019, on avait fait appel au service civique. Alors, une galère pas possible. Le fait que je sois élue depuis pas mal de temps, j'avais de bons contacts avec la DDSCSPP de l'Aveyron qui m'a aidée. Et pour tout vous dire, on a fini par trouver donc localement un service civique et c'est le service civique qui a fini de compléter le dossier sur comment dire, Internet. Là, c'était la première fois que ça se faisait plus sur papier. Enfin, c'était… Et donc, pour terminer, lorsque j'ai été contactée on m'a dit, ben voilà, il y a une association qui vient de se créer, InSite, et qui est là pour accompagner les élus des petites communes où il y a des projets en lien avec les associations pour que des jeunes puissent venir effectuer leur temps de service civique dans ces communes-là, avec l'accompagnement en plus des personnes qui travaillent à InSite. Moi, j'ai dit, mais c'est super. Et vraiment, je remercie ceux qui ont eu l'idée de créer
cette association parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je ne manquerai pas d'en faire, entre guillemets, la pub à mes collègues maires du secteur. Merci Voilà. beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup Geneviève. Merci aussi pour à la fois le témoignage et puis les enjeux que vous pointez sur la question des populations et aussi des flux et de la difficulté et de la complexité à la place des terres aussi dans comment on se réimplante et un petit peu tout cet enjeu-là du renouvellement de population mais aussi de génération par rapport au milieu agricole. Elsa, ensuite pour l'autre volet, donc sur les éco-ruraux, dans lequel on va pouvoir prendre un temps d'échange avec Claire. Alors juste, je crois qu'il y avait une question Pardon, qui est passée juste quand tu parlais, donc je pense que c'est pour ça, de Maxime Fourcade qui demande, dans une économie de plus en plus tertiarisée, avez-vous pensé à la thématique tiers-lieu pour accueillir une population exogène en lien avec le développement du télétravail? Alors, on y pense parce que bien sûr, on a mis en place un groupe de travail qui s'appelle C'est possible. Il y a des gens qui turbinent, mais notre difficulté, donc, c'est vrai que là, on manque. Alors, c'est pour ça qu'on attend avec impatience le prochain service civique. En plus, on a le changement, notre secrétaire de mairie part à la retraite. Enfin, donc, on a plein de choses qu'il faut qu'on gère et on ne peut pas tout gérer, mais oui, on est dans une réflexion comme cela, mais on est très coincé justement par le fait qu'on aurait besoin d'appui beaucoup plus important, que j'espère à un moment donné, on pourra aller chercher auprès peut-être de la communauté de communes parce qu'on s'organisera auprès d'autres communes aussi, parce que peut-être qu'on pourra s'organiser, mais pour l'instant, c'est compliqué, mais on y pense, oui. Merci beaucoup. Elsa, la parole est à toi. Oui. Et en complément, Isabelle Roux remontait RuraConnect, qui est un bon contact pour tout ce qui est question de tiers-lieu et de télétravail. Mais en fait, il y a plein de retours là. Ce que je lis. Guillemette qui dit, dans le Beaujolais, nous bénéficions du dispositif d'accueil Beaujolais vers votre avenir et un tiers-lieu a été initié par un collectif d'habitants et ça fonctionne bien. Et Vincent Laurent qui rejoint Maxime sur la question des tiers-lieux et qui cite l'exemple de Murat dans le Cantal, qui en a fait l'expérience avec un tiers-lieu qui s'appelle la cocotte numérique, apparemment. Voilà pour les bons plans de nos participants à ce café confiné. Et du coup… Et un tiers-lieu est en cours à Saint-Chély. Juste à côté. Merci. Du coup, sans transition, donc on a la chance d'accueillir Claire Desmarres-Poirier. Je vais faire une rapide présentation, mais je vous laisserai nous partager un peu plus en détail et corriger ce que je dis si je fais des erreurs. Du coup, Claire, vous êtes installée il y a une dizaine d'années à Sict-sur-Af en Bretagne pour monter un projet qui s'appelle La Menthe Verte. Donc du coup, vous cultivez des plantes aromatiques en bio et en parallèle, vous tenez un café-librairie. Et puis, vous êtes, comme le disait Élodie tout à l'heure, autrice de L'Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive. Donc nous, c'est un livre qu'on a lu à INSIT, qu'on a beaucoup aimé, avec la vision duquel on est vraiment d'accord. Et c'est pour ça qu'on avait envie aussi de vous inviter sur ce café confiné. Et donc ma première question, pour situer un peu, donner quelques éléments de contexte, c'est quel est votre parcours, quel a été votre cheminement géographique et intérieur de la campagne à la ville, puis de la ville à la campagne. D'abord, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. Je vois que le public, il y a parfois des petits départements, il y a des gens qui viennent un peu partout, c'est très chouette. Alors, pour répondre à votre question, moi, j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un village en Normandie, dans la baie de Seine, un petit village de 600 à 700 habitants. Et je suis partie à Lille faire mes études en sciences politiques à 17 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu en ville pendant 10 ans. J'étais très investie à Lille, j'étais conseillère de quartier, j'avais une vie urbaine à 100% à cette période-là. J'ai eu différentes expériences professionnelles et toutes étaient en lien avec
avec une forme d'engagement, puisque j'ai travaillé dans l'humanitaire, j'ai travaillé en politique. Mais en termes de quotidien de vie, j'étais très loin de ce que j'ai construit aujourd'hui. Et il y a 10 ans, j'ai rencontré mon conjoint dans un espace militant qui s'appelle le Camp Action Climat. On était tous les deux un peu frustrés d'avoir la sensation que notre engagement sur le terrain politique n'était pas assez opérant par rapport à ce qu'on pensait à l'époque être un enjeu voilà, imminent, la question du changement climatique, et qui, dans l'état des discussions et dans l'opinion publique, n'était pas du tout à l'état où on en est aujourd'hui. On s'est dit qu'en fait, si on n'était pas capable de bouger les lignes dans ces espaces-là, il fallait qu'on commence par faire bouger nos vies et les mettre en cohérence avec ce qu'on défendait et ce qu'on attendait d'une vie alternative. Et donc, on a fait ce choix, à peine quelques mois après s'être rencontrés, de partir vivre à la campagne, de prendre une ferme pour s'installer comme paysan bio. Il y a eu une période de transition. Geneviève parlait du portage foncier. C'est un dispositif dont nous, on a bénéficié pour s'installer, parce que dans les périodes de transition, notamment pour pouvoir bénéficier d'une capacité agricole, passer de ses diplômes, etc., entre le moment où on choisit de partir, où on trouve un lieu, et celui où on peut effectivement finaliser ses démarches d'installation, il y a du temps. Donc, on a bénéficié de ce dispositif qui nous a donné 2 ans pour faire les choses à notre manière. Et faire les choses à notre manière, ça a été acquérir la ferme en collectif. Ici, on est en SCI coopérative. On a 126 copropriétaires pour notre ferme qui nous ont permis d'acquérir ce lieu dans un état d'esprit qui était le nôtre, qui était celui de la propriété collective des moyens de production, celui du partage d'un commun qu'est le foncier agricole, celui de la possibilité d'un renouvellement générationnel, parce que la spéculation foncière, ça empêche les jeunes de s'installer. Donc, on a prévu dès notre installation la possibilité de transmettre la ferme sans contrainte particulière. Donc voilà, on a réfléchi un peu à la manière de faire et on s'est installé. Donc effectivement, aujourd'hui, on produit des plantes aromatiques et médicinales et on a un café-librairie dans lequel je me trouve, puisque nous n'avons pas de clients, comme vous l'imaginez bien en ce moment. Donc on est quand même très impacté par la crise, hein, mais on se sent plutôt résilient par rapport à ça, notamment parce que ben voilà, ces 126 copropriétaires, ce café qui a une structure associative, c'est beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui intègrent ces espaces et qui nous donnent de la force. Et c'est ça, mon envie de faire ce livre, c'est à la fois l'aboutissement d'un parcours, d'un chemin de vie avec la réalisation de ces projets, et c'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites depuis qu'on a ce lieu qui nous permet d'accueillir le public. Depuis 5 ans, j'ai beaucoup de candidats à l'installation en zone rurale, beaucoup de candidats à l'installation agricole qui viennent me voir en me posant des questions, en, en cherchant aussi une forme d'assentiment, de soutien. Voilà, au-delà des questions techniques, pratiques, aussi simplement, ils cherchent à savoir s'ils se reconnaissent dans ce chemin-là et s'ils s'en sentent capables. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de leur donner confiance. Voilà. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de partager une intuition sur le fait qu'il y avait la possibilité de construire quelque chose, voire la nécessité de construire quelque chose aujourd'hui dans les territoires ruraux, de changer la relation que les Français ont à la ruralité, et de donner envie à celles et ceux qui sont aujourd'hui en train de s'interroger sur ce qu'ils veulent faire de leur vie, et ceux qui ont envie de partir, en fait, simplement, en leur disant c'est possible, quoi. Merci beaucoup. Du coup, ça fait une transition parfaite avec ma deuxième question. Vous disiez qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers vous avec l'idée de s'installer à la campagne. Nous, chez INSIT, il y a un sondage qui nous avait marqué en 2018 où 81% des Français disaient que vivre à la campagne représentait pour eux la vie idéale. Mais pour l'instant, pas 81% des Français n'habitent pas dans les territoires. Je voulais savoir pour vous quels sont les attraits de cette vie rurale dans le rapport au temps, aux gens, à la nature. Qu'est-ce qui fait que vivre à la campagne, c'est aussi très intéressant? Alors moi, j'insiste beaucoup sur le fait que l'exode urbain, c'est pas qu'un choix de cadre de vie. C'est un enjeu très fort, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui, alors les gens, ils voudraient de l'espace, ils veulent un balcon, ils veulent un jardin, donc ils partent vivre à la campagne. Oui, il y a une part de cadre de vie, et la qualité de vie
dans un cadre où il y a un rapport à la nature, il y a plus d'espace, où il y a moins de nuisances, de bruit, de pollution, etc., nécessairement, ça améliore la qualité de vie. Moi, j'insiste beaucoup sur tout ce qui n'est pas visible du premier abord. J'insiste sur ce qu'implique un rapport au vivant. Aujourd'hui, la vie urbaine, c'est une vie déconnectée du lien à la nature et que pour moi, ce que ça apporte, c'est pas seulement un joli paysage, c'est aussi un rapport différent à ce qui nous entoure, à l'équilibre qu'il existe entre nous, êtres humains, et tout le reste du vivant, humain et non humain d'ailleurs, dans le rapport à l'autre en général. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans la manière de vivre la vie. À la fois, effectivement, vous parliez du rapport au temps. La ville, c'est un espace d'immédiateté, c'est un espace d'urgence, c'est un espace de temps étendu où les heures de sommeil se réduisent d'année en année. Le temps moyen de sommeil des Français en zone urbaine est de plus en plus court, où il y a de plus en plus de sollicitations, où il y a de plus en plus de nuisances, où il y a de plus en plus d'impact sur la santé avec des impacts graves. Et donc, je m'interroge réellement en fait, la question, c'est pas tellement de faire la promotion de la vie rurale, je m'interroge vraiment comment est-ce que les gens acceptent les contraintes de la vie urbaine, dans quelle mesure ils considèrent que c'est normal de subir toutes ces agressions petites mais cumulées chaque jour, et comment est-ce qu'ils ont un assentiment au fait de se maintenir dans cette condition. Donc voilà, moi je pense qu'il y a effectivement le fait que le temps soit plus long, qu'on ait moins de sollicitations, qu'on soit moins exposé à des messages publicitaires, qu'il y ait moins de promiscuité, donc qu'il y ait moins de conflits, moins de violence. Quand on est une femme, c'est pas du tout anecdotique. Je pense que moi j'ai une quiétude de vie dans ma mobilité, dans mes déplacements, que je n'ai jamais eu en zone urbaine, où je devais réfléchir à comment je m'habille, à comment, voilà, pour pas me faire agresser dans la rue. C'est pas anecdotique, par exemple, en termes de qualité de vie, en fait. Le rapport, un rapport de genre qui est quand même assez fort dans cette histoire. Et puis, je pense qu'il y a aussi simplement, et c'est ce qui me paraît essentiel, une qualité des rapports humains qui est totalement différente, parce que on me dit oui, mais la ville, c'est plein de gens, donc du coup, c'est une diversité. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque la ville, c'est l'abondance de choix, mais du coup, c'est l'entre-soi par définition. C'est des amitiés électives, parce qu'en fait, on est obligé de passer par un espace marchand pour avoir des relations sociales. Hein, vous savez ce que c'est que de se voir dans un espace non marchand? C'est des jeunes dans la rue qui sont ensemble et c'est stigmatisant. Donc en fait, en ville, quand on veut voir des amis, on ne peut pas tellement les inviter chez soi parce que ça fait du bruit, les voisins râlent, on a des espaces trop petits, c'est compliqué. Donc en fait, on va aller à l'extérieur, on va aller dans un bar boire un verre, on va aller au restaurant, on va aller au théâtre, on va aller au musée. Mais du coup, on va aller dans des espaces où il y a de la ségrégation sociale, parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit par appétence ou par contrainte, parce que vous n'en avez pas les moyens, ou parce que vous avez les mêmes codes musicaux, les mêmes goûts, parce que si vous aimez le picombière ou le chai latte, vous n'allez pas aller dans le même coffee shop ou dans le même bar. En fait, il se trouve que vous allez finalement être dans des espaces où il y a énormément de mimétisme et où il y a peu de diversité, où il y a peu de diversité politique, où il y a peu de diversité culturelle, où il y a peu de diversité d'origine géographique, où il y a peu de diversité sociale et économique. Et en fait, la réalité de ça, c'est qu'à la fin, on a un monde homogène et il n'y a plus la même acceptation de l'autre, il n'y a plus le même rapport à la biodiversité aussi dans le rapport humain. Et je pense qu'un des gros atouts de la ruralité, c'est d'intégrer à nouveau de l'altérité, d'intégrer de l'intergénérationnel. Moi, j'ai jamais eu autant d'amis de plus de 60, 70, 80 ans que j'en ai aujourd'hui. Et ça n'est pas... enfin, voilà, c'est des gens à qui je tiens, c'est vraiment mes amis, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes parcours de vie, on n'a pas les mêmes opinions politiques. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas envie et que j'ai découvert. Et je pense que c'est des choses que les gens ne projettent pas quand ils se disent je vais aller habiter à la campagne. Ils ne disent pas c'est super, je vais pouvoir avoir des relations sociales dans un cadre non marchand. Ils ne se disent pas ça. Mais la réalité, c'est que la base de n'importe quel moment passé ensemble à la campagne, c'est souvent un moment qui est passé en extérieur. C'est souvent beaucoup d'entraide. L'excuse qui sert à faire le truc, c'est un chantier, un bricolage, un coup de main, un ceci, un cela. Puis après, c'est l'occasion de faire. En fait, on fait 1 heure de bricole-muche et puis après, en vrai, on passe 3 heures à table.
Donc souvent, c'est la base de l'entraide qui va créer du lien. Et les gens sont demandeurs de donner, demandeurs de partager et demandeurs d'être dans cet espace. Et puis, on va se retrouver autour d'une table. Chacun va amener au pot commun un peu de ce qu'il a produit, un peu de sa spécialité locale, un peu de ce qu'un copain a lui produit, etc. Et on va partager. Et donc, on va être dans l'exact inverse d'une relation consumériste dans un espace, d'une relation ultra mimétique dans un espace consumériste. On est sur une relation dans l'altérité, sur la base du partage et de l'autonomie, puisque quand même une bonne partie de ces produits, et vous le savez parce que certains le vivent au quotidien, c'est le papy, le mamie, ce que le jardin a donné, ce que le voisin a donné. Donc il y a beaucoup d'autonomie en fait, et sans que ce soit un acte politique en tant que tel. Quand je vois ça me fait toujours beaucoup rire de voir les trucs zéro waste qui sont envoyés sur Internet avec tous les guides pour bien se comporter en zéro waste et de me dire, en fait, pour les gens de la ville, ça doit être un processus de se dire, avant d'acheter un bien, je demande à mon voisin s'il n'en a pas un, j'essaye d'élargir le cercle pour savoir si je ne peux pas le louer et finalement, à la fin, je l'achète en vrai. Alors qu'en fait, à la campagne, en tout cas, moi, j'habite à Six-sur-Arve. Si je veux aller au supermarché ou dans un magasin de bricolage, il faut que je fasse une quinzaine de kilomètres. Donc, évidemment que la première chose que je vais faire quand j'ai un truc dont j'ai besoin et que je ne l'ai pas, c'est de demander à mon voisin ou même au gars du hameau d'à côté s'il n'a pas le truc à me prêter. Et en échange, il me demandera si, d'ailleurs, je ne peux pas lui rendre un coup de main en échange. Donc, en fait, là où on va se dire que pour être plus écolo, il faut un processus intellectuel, il faut un peu se bagarrer, il faut aller contre la publicité, la sollicitation à l'immédiateté, la facilité par l'achat, etc. À la campagne, en fait, on n'a pas besoin de passer par un processus intellectuel, c'est un état de fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose du côté d'un confort à la cohérence et d'un confort à se dire que en fait, ce qu'on fait, ça a du sens et on se le dit tout le temps. Enfin, moi, avec les gens qu'on fréquente ici, on se dit tout le temps, on a trop de chance, c'est trop cool. Et cette satisfaction-là, et ce sentiment un peu d'être à contre-courant, mais en même temps d'aller dans le bon sens, c'est pas du tout anecdotique. Quand on voit le nombre de gens qui disent qu'ils sont mal en ville, qu'ils en souffrent, etc., il y a quand même quelque chose de ce côté-là. D'un côté, voilà, pour moi, c'est peut-être l'avantage de la campagne et peut-être moins factuel et une question d'ambiance, de paysage ou de mètres carrés habitables que de toutes ces choses qui ne se voient pas mais qui apportent à nos vies au quotidien, qui font du bonheur, qui réduisent notre empreinte écologique, qui assurent la durabilité, qui nous donnent envie de faire des enfants, qui rendent nos enfants heureux. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose d'une forme d'espoir que j'ai l'impression qui n'existe plus aujourd'hui dans les espaces urbains. Du coup, vous disiez au début que effectivement les villes, elles répondent de moins en moins en fait aux attentes qu'on peut avoir, aux besoins, et c'est beaucoup de contraintes. Elodie parlait aussi au début d'un équilibre entre zones urbaines et zones rurales à réinventer. De manière un peu provoque, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin des villes et politiquement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour accompagner cette transition vers la ruralité qui ne sera pas un exode rural inversé, mais qui sera sans doute quelque chose de nouveau? Alors moi, je ne dis pas que c'est la fin des villes, parce qu'on est dans un tel rapport de domination des zones urbaines sur les zones rurales que ce serait bien prétentieux de prétendre qu'on peut renverser réellement la donne. J'ai fait ce livre et je l'ai appelé Manifeste pour une ruralité positive parce que je considère qu'on doit porter la parole d'une autre ruralité, qu'on doit avoir une forme de fierté rurale. Si j'utilise ce terme en anglais, on l'a traduit en ruralité positive, mais le terme que j'utilisais, c'était rural pride. Parce que pour moi, être rural aujourd'hui, c'est être dans l'espace des dominés. Et donc, nécessairement, c'est devoir se battre et affirmer son identité, pas d'une manière qui enferme, pas d'une manière qui ferme, pas dans le terme identitaire comme on l'entend de manière négative, mais il y a un enjeu là-dessus parce que oui, il y a dans les zones rurales une montée du vote Front National, une montée de cet espace identitaire, notre village, notre terre, et donc d'un rapport à l'identité qui est exclusif, alors qu'on a la possibilité d'avoir un volet de ruralité positive qui est inclusif, qui a vocation à donner envie à d'autres de nous rejoindre, à donner envie à des accueillants d'accueillir. Et en fait, je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est celui d'une rural pride qui sait déterminer où est l'adversaire. Et aujourd'hui, le
la question pour les ruraux, c'est pas une question de se dire le problème va venir de l'extérieur. Moi, j'ai vécu, j'ai été expatriée sur une île, à l'île Maurice précisément, et donc j'ai vécu ce que c'est que l'insularité. Et l'insularité, c'est le fait de considérer que quand on est dans un espace vulnérable, le problème vient systématiquement et nécessairement de l'extérieur, puisqu'on est une île. Et en fait, parfois, dans certains territoires ruraux, on ressent ça, ce sentiment d'être une île parce qu'il y a peu de ponts, parce qu'il y a un sentiment d'isolement, parce qu'il y a un sentiment d'incompréhension, de rejet, de difficulté à faire valoir ses droits. Et c'est le cas, hein, vraiment, notamment sur l'égalité d'accès à un certain nombre de services. Donc, on a un enjeu pour affirmer autre chose que ça et pour le faire d'une manière positive. Et pas d'une manière de rejet, ce qui menace un certain nombre de nos territoires. On a des bassins comme dans l'Est de la France, où on a des territoires ruraux où le vote Front National dépasse parfois allègrement les 60% dans certaines communes et où en même temps, ça n'apporte pas de solution à ces territoires pour l'avenir. Donc, je pense qu'on a effectivement un message à porter qui est très fort parce que non, la ville est loin, très loin d'être finie, parce qu'elle continue à absorber les jeunesses de nos territoires, parce qu'à des jeunes aujourd'hui, on dit encore « va à la ville, fais des bonnes études, c'est là-bas que tu trouveras un bon travail ». Et que même les agriculteurs qui ne rêvent que ça, de céder leurs fermes à leurs enfants, ne souhaitent pas ça pour leurs enfants, en fait. Et que c'est terrible de se dire que des enfants qui voudraient reprendre les exploitations agricoles ou qui voudraient reprendre des ateliers d'artisanat, parce qu'on le voit aussi dans la maçonnerie, dans la charpente. Enfin, moi, je le vois autour de chez nous avec des gens qui ont des très beaux savoir-faire, en fait. Et quand les enfants disent « mais moi, j'aimerais bien faire comme toi », ils disent « mais non, non, c'est trop dur, il n'y a pas d'avenir, c'est bouché, si je te fais ça, je te fais un cadeau empoisonné, je préfère que tu partes à la ville et je préfère que tu aies un vrai métier ». Et en fait, je trouve que c'est violent et que c'est terrible de voir ça. Et je pense qu'il y a un message à porter aussi pour les jeunesses rurales de dire qu'il y a un espoir dans nos territoires, qu'il y a la possibilité de construire quelque chose, que ça se construit nécessairement dans un pont avec la ville, mais que voilà, il y a quelque chose d'une forme d'inversion de rapport de force qui doit se faire, c'est certain. Pour moi, la métropole est morte. Ce qui est sûr, c'est que ce schéma de concentration, il a montré ses limites. C'est un schéma de prédation, notamment sur les territoires ruraux périphériques, et qu'on doit arrêter absolument. Mais des géographes, comme je vous invite à lire Guillaume Faburel, qui est un mec passionnant, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les métropoles barbares » et qui vient de sortir un nouveau livre sur En finir avec la ville. Il y a des propos de géographes aujourd'hui qui interrogent réellement ce truc-là. Mon propos n'est pas un propos de géographe. Mon propos, il est un propos beaucoup plus politique, parce que c'est aussi mon chemin de vie. Et que du coup, il y a une forme, pour moi, il y a une forme beaucoup plus forte de rapport à l'action collective dans le fait de faire un choix d'exode urbain. Et que si on est de plus en plus nombreux à faire le choix de la vie rurale, dans tout ce qu'elle implique, et pas qu'un choix de cadre de vie, un vrai choix de vie, si on choisit de rejoindre ces communautés, d'en être partie prenante, si on choisit de ne pas être client, parce que j'ai beaucoup de mal aussi avec les néo-ruraux qui disent « oui, mais il n'y a pas de service dans les villages ». Bah ouais, donc du coup, il faut les pourvoir, en fait, les amis. Il n'y a pas de service. Tu es heureux d'être informaticien et de faire des trucs qui ne te plaisent pas au quotidien et d'avoir l'impression que ta vie, c'est de la merde. Bon, bah écoute, tu vas te former et puis tu vas devenir un stit. S'il n'y a que ça, tu verras, tous les matins, tu seras content de te lever. Donc, il y a un espèce de truc comme ça aussi de dire… c'est un peu le discours de Kennedy, ne te demande pas ce que la ruralité peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour la ruralité. Et de néo-ruraux qui aspirent à ces territoires et d'accueillants qui se posent la question. Parce que moi, je l'entends aussi, cette question de la part des villages accueillants et des habitants de nos villages qui se disent « mais est-ce que les gens vont venir consommer mon territoire ?» Nous, dans l'ouest de la France, c'est un enjeu qui est très fort parce qu'il y a déjà beaucoup de résidences secondaires. Est-ce que les gens vont venir pour acheter un logement, pour avoir un joli cadre de vie, mais en fait, ils ne vont pas consommer là, ils ne vont pas s'intégrer, ils n'ont même pas envie de scolariser leurs enfants là. Et puis, en fait, ils n'ont pas envie d'être partie prenante de cette communauté. Ils ont juste envie que ce soit joli leur jardin. Et puis, ils vont continuer à faire des kilomètres de bagnole, de prendre le TGV. Et en fait, ils ne seront pas partie prenante de cet espace. Ils vont simplement consommer notre territoire. Ou est-ce que vraiment, ils veulent rejoindre notre communauté? Et dans ce cas-là, on ne parle pas de la même manière de l'accueil. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est très important aujourd'hui dans la manière de considérer le rapport ville-campagne. Il y a à la fois la façon dont on va nous affirmer quelque chose, dont on va être capable d'accueillir, mais aussi un message à apporter vis-à-vis des candidats à l'arrivée sur leur rapport à ces territoires, sur notre capacité à proposer pour eux une vie nouvelle, à condition
et vraiment à condition de devenir partie prenante de cette nouvelle aventure, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de réactions, beaucoup de gens chez qui votre témoignage et votre discours politique fait écho. Il y en a Guillemette qui nous dit que s'entourer de ceux qui ont déjà osé partir facilite l'installation et qu'elle aussi, ce qui lui a fait du bien, ça a été de redécouvrir l'intergénérationnel. On a Francine qui nous parle de Plouk Pride, Oui, bien sûr. HDR de Valérie Jossolm, voilà, qui nous recommande la lecture. Est-ce que, je vais laisser un peu le micro, il y a sans doute des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je vais regarder, faites-nous signe parce que vos micros sont fermés et puis Elodie pourra ouvrir les micros de ceux qui ont une ou deux questions. Et ensuite, on passera à notre troisième intervenant. Alors, est-ce que quelqu'un fait signe? Il y a plusieurs pages, alors j'essaye de regarder en même temps. Sinon, en mettant dans le talk, enfin dans converser. C'est ça. Ah oui, donc, il y a Vincent Laurent qui nous conseille aussi la lecture de Ceux qui restent de Benoît Coquart et de La Renaissance des campagnes de Vincent Grimaud. Oui, alors ce qui reste, c'est le schéma que je disais tout à l'heure sur des territoires ruraux qui sont beaucoup plus enclavés et où du coup on a une question identitaire qui monte en flèche et qui est un enjeu très fort. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai bien Si, une il y a question. Guillaume qui a des questions. Mais allez-y, Guillaume, ouvrez votre micro. Super. Merci beaucoup, Claire, pour votre témoignage, super intéressant. J'ai plusieurs questions. Oui, je me demandais d'abord par rapport à votre ancien parcours d'urbaine et notamment dans la vie politique. Comment s'est fait votre transition, votre choix de changer de vie d'une certaine manière, et quels ont été en fait les freins, les principaux freins qui vous ont retenu pendant quelques temps, et où est-ce que vous avez des choses qui vous manquent? Je suppose que oui, dans la vie urbaine, pour prendre un peu le contre-pied de votre exposé. Et puis aussi, je me demandais justement comment, en tant qu'urbain, diplômé, parfois intello, est-ce que c'est pas paradoxalement un frein en fait à l'insertion dans une vie rurale d'avoir ce profil-là par rapport aux nouvelles activités qu'on peut être amené à faire? Et en gros, est-ce que ça amène à devoir se former à des nouveaux savoir-faire, peut-être plus pratiques, voilà, ou est-ce que en fait, avec les compétences qu'on peut avoir en tant que voilà, intellectuel, on va le dire au sens large, on peut trouver aussi sa place sur des fonctions dans des territoires plus ruraux. Voilà, merci. Alors, c'est deux questions très intéressantes. Donc, moi, oui, effectivement, quand j'ai pas fait de virage. Moi, j'ai fait plouf directement. J'ai quitté toute ma vie d'avant, toute ma vie d'avant, j'ai tout quitté presque du jour au lendemain pour engager cette vie-là. Donc, voilà, j'avais 27 ans, j'étais dans une situation assez critique dans mon travail avec du harcèlement professionnel. J'ai eu besoin de trouver une porte de sortie. C'est d'ailleurs quelque chose que je revis pas mal dans les échanges que j'ai avec des porteurs de projets. Le fait de faire ce virage, je parle avant la crise du Covid, parce que je pense que le Covid, du coup, c'est un choc qui nous concerne tous, c'est un choc exogène. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui étaient dans des étapes de vie difficiles, des deuils, fausses couches, burn-out au travail, voilà, des moments de rupture assez violents où finalement le fait de continuer la vie telle qu'elle se passait avant sans se poser de questions est plus possible. Et du coup, on se dit, mais en fait, de quoi j'ai peur? Parce qu'aussi, l'arrivée d'une situation vraiment dramatique ou vraiment critique dans une vie fait relativiser ce dont on peut avoir peur par ailleurs, parce qu'on se dit que en fait, si on est capable de survivre à ça, franchement, on va être capable de changer de boulot. Et en fait, il y a des choses comme ça, un peu d'éléments de rupture souvent qui arrivent dans des vies et qui permettent ces éléments-là. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'en fait, la crise du Covid, c'est un moment de rupture pour beaucoup de gens en même temps. Là où des parcours d'échecs professionnels ou de difficultés de la vie ou de drames de vie vont être voilà, forcément des moments qui vont être saupoudrés chez les gens individuellement. Là, tout d'un coup, tout le monde se trouve face au même mur et se retrouve à devoir se poser les questions. Donc voilà, mais pour moi, il n'y a pas eu de transition.
Ce qui a été difficile, oui, en fait, c'était d'avoir confiance en moi. J'entends très bien ce que vous dites par rapport qu'est-ce qu'on fait quand on est un intello pour vivre à la campagne. Je le dis dans le bouquin, je pense qu'effectivement, même si on a un capital culturel très élevé, un capital économique, un capital social, parce qu'on a une famille, du réseau, etc. En fait, quand on n'a pas de capital bricole, quand on ne sait rien faire de ses 10 doigts, on est quand même bien embêté. Et que là où on pensait être plutôt un privilégié, on se retrouve un peu couillon, on va se dire les choses en fait, hein, parce que si tu sais pas couper ton bois, t'as froid l'hiver. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est des compétences qui s'acquièrent très bien. Il faut être humble. Moi, quand je suis arrivée, je suis pas arrivée en me disant, d'ailleurs, il y a des gens qui 10 ans après, aujourd'hui, parce que je communique sur le livre et que les gens me demandent mon parcours de vie, apprennent maintenant que j'ai fait Sciences Po, que j'ai fait des grandes études et tout ça, alors qu'avant, ils ne le savaient pas parce que je ne l'ai pas forcément mis en avant à ce moment-là. Je faisais le choix d'un virage de vie, je faisais le choix de la vie agricole, je faisais le choix. Donc, finalement, Sciences Po, ça ne me servait à rien de dire que j'avais fait Sciences Po. En vrai, je crois que j'ai dû le dire à ma banquière quand elle m'a dit oui, mais vous ferez comment pour rembourser si ça ne marche pas? Bon, j'ai dit écoutez, je suis bac+5, je retrouvais du boulot. Mais à part ça, je pense que ici les gens ne le savaient peu. Et par contre, j'étais en demande d'apprentissage parce que je ne savais pas faire grand-chose en fait. Et donc, je suis plutôt allée vers des anciens, allée vers des voisins en leur disant je ne sais pas faire, tu peux m'aider, je ne sais pas faire, tu peux m'apprendre. Et ils étaient hyper heureux parce que voir des jeunes arriver en leur demandant de transmettre des savoir-faire et en plus, on est comme des gamins. Hein. Non seulement on écoute sagement, mais en plus on demande l'approbation. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça... Et puis après, ils nous voient nous débrouiller avec ça. Ils sont super fiers et ils savent qu'ils y ont contribué. Donc en fait, il y a un lien aussi qui se crée avec les gens par la transmission de ces savoir-faire qui est assez magique en fait. Et 10 ans après, ils savent, on sait encore leur dire, mais c'est toi qui m'as appris à faire ça. Donc voilà. Et ça, c'est très fort en fait. Et donc du coup, moi en plus, je trouve que c'est un processus hyper important dans une vie. C'est-à-dire que quand on a été un bon élève, qu'on a eu un parcours assez linéaire à l'école, on a oublié ce qu'est apprendre. Vraiment. C'est-à-dire que apprendre, vous voyez un enfant de 4 ans qui fait du vélo, qui apprend à faire du vélo. Apprendre, c'est dur en fait. C'est violent quand ils tombent et qu'ils ont du sang partout et qu'après ils remontent sur le vélo. Mais est-ce que toi, tu te dis, quand tu rates un exercice de maths ou quand tu n'as pas appris tous les présidents de la 4e République par cœur et que tu te fais coincer en contrôle, c'est pas la même douleur. Hein. Donc, il y a vraiment un truc dans le processus d'apprentissage, d'un vrai apprentissage, qui nécessite à la fois un appétit, une envie de faire et en même temps qui est difficile, qui nécessite la bienveillance d'un tiers qui va te guider, mais qui va te faire confiance et qui va t'amener à faire toi-même et à faire tes erreurs et à te prendre des tôles et à te sentir un peu nul des fois et tout ça. Et à la fin, quand tu vas y arriver, par contre, là, c'est la même paillette dans les yeux que le gamin qui pédale sur son vélo. Hein. C'est un truc, c'est grisant en fait. Et pour moi, il y a ça aussi qui est accessible par le fait d'accepter que nos compétences, elles sont là. Enfin, je veux dire, ce livre que j'écris, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça vient de mes savoir-faire de la vie d'avant. Mais en même temps, c'est nourri par ce que j'ai construit ici. Et ça prend sens seulement. Ces savoir-faire me sont réellement utiles. Ces savoirs-là, moins faire que théorique, me sont vraiment utiles maintenant pour porter quelque chose qui a du sens et que j'ai construit et qui me correspond vraiment. Et pas seulement pour répondre à une commande contre de l'argent. Donc, je pense que ça, c'est un enjeu très fort aussi de savoir au profit de quoi on met nos compétences intellectuelles. Il y a de la place pour les compétences intellectuelles en zone rurale. On n'est pas tous obligés d'être paysans. En vrai, moi, j'ai aussi autour de moi des gens qui sont graphistes, qui font du conseil en com et qui accompagnent des jeunes agriculteurs dans leurs projets d'entreprise, qui accompagnent des artisans dans leurs projets d'entreprise, qui accompagnent des salariés dans leur parcours professionnel, qui les forment, qui les coachent, etc. Donc, en fait, il y a aussi la possibilité de conserver des activités tertiaires dans les zones rurales. Il n'y a pas que des paysans à la campagne, il n'y a que 10% de l'emploi rural qui est agricole. Donc voilà, il y a à la fois sur ce volet de la capacité à acquérir des compétences en dehors de notre socle scolaire classique et aussi de valoriser ces compétences dans les territoires ruraux, il y a la possibilité de faire les deux. Donc, ce n'est pas une barrière, enfin, c'est vraiment une barrière psychologique. C'est vraiment casser cette idée de pour réussir, pour avoir une carrière, pour réussir sa vie, il faut être en ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je souhaite déconstruire absolument. On peut construire un beau projet d'entreprise, une belle carrière de salarié, une belle carrière d'artisan
on peut construire un métier, une vie professionnelle à la campagne, être heureux, épanoui et être au top de ce qu'on aurait pu faire n'importe où ailleurs. L'expatriation ou Paris, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite professionnelle. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. Je pense qu'il faut qu'on passe à l'intervenant suivant. Mais merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Je rappelle quand même le nom de votre livre, c'est l'Exode urbain, qui est donc qu'on peut acheter en ligne sur le site de votre éditeur qui est Terre Vivante. On vous enverra les références. Voilà, parfait. On vous enverra les références par email aux participants si vous voulez vous le procurer pour vos lectures de confinement. Voilà, vous pouvez le trouver sur le site de Terre Vivante, qui est mon éditeur, qui est une société coopérative qui est à Mons, dans la Drôme, dans un territoire rural qui est très chouette et qui est un projet néo-rural lui aussi. Et ça fait une parfaite transition avec Didier et Emmanuel à Saran. Je vous passe le micro. Salut à tous, en direct donc de Saran dans le Gers, où on va donc on va conclure. Oui, le lieu-dit s'appelle En Camarade ici, ça ne s'invente pas. Et nous allons donc conclure ce café de campagne avec donc Didier qui va nous donner son conseil culturel, mais qui avant ça va nous raconter un peu qui il est, ce que tu fais ici à Saran, comment tu es arrivé, et ta maison d'édition également, puisqu'on reste dans le livre. Je commencerai par faire une petite remarque. Excusez-moi, l'éditeur, c'est bien, mais le libraire, c'est encore mieux. Et commander un livre, on le commande à un libraire qui peut fournir tous les livres, puisque grâce à la loi Langue, tous les livres sont disponibles chez les libraires. Voilà, ça c'était ma petite remarque. Mais d'où je viens, je crois que je suis tombé dans le développement depuis pas mal de temps. J'ai commencé dans le développement plutôt agricole, puisque j'ai eu une vie de type agriculteur, j'ai eu une vie au ministère de l'Agriculture. Et en gros, dans ce cadre-là, j'avais déjà travaillé sur des projets de développement, des comptabilités collectives, ça s'appelait les AFOC à l'époque, la mise en place de CIVAM au niveau local. Et j'étais à la fois agriculteur et fonctionnaire au niveau du ministère de l'Agriculture, avec une version très, très descendante du développement et une version très filière du développement. Ça, en gros, c'était des années 75 aux années 90, et des années 90 aux années 2000. En gros, je suis passé du développement rural pour une filière du développement agricole pour une filière au développement rural, où on prend conscience que, même c'était il y a quand même 30 ans, en milieu rural, la chute vertigineuse des agriculteurs avait déjà commencé, mais en milieu rural, il n'y a pas que les agriculteurs. En milieu rural, il y a le besoin de services, il y a des demandeurs d'emploi, et dans toutes les populations du milieu rural, je dirais que je provoque un peu, souvent dans mes propos, mais les agriculteurs ne sont pas les plus mal lotis. Tout à l'heure, Madame le maire parlait de l'ADASEA, de Chambre d'agriculture, et notamment dans l'Aveyron, j'en passe les meilleurs par rapport à toutes les structures qui les accompagnent, mais on ne peut pas en dire autant des non-agriculteurs qui sont moins accompagnés et qui ont moins de facilité pour conduire leurs propres projets ou des projets collectifs. Donc, je crois que cette bascule dans le développement rural, moi, je l'ai fait en tant que chargé de mission auprès de préfets, en gros, sur notamment la relation insertion, formation et développement rural, notamment sur l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Et ensuite, pour une mission à peu près similaire auprès du conseil régional, et en plus aussi pour l'accompagnement de TPE, très petites entreprises. Moi, je voudrais dire que, en gros, toute cette démarche-là, elle n'est pas innée. C'est-à-dire que on n'est pas, c'est comme pour les artistes, c'est comme pour les artisans, c'est comme pour tout ce qu'on fait, tous là. Je crois que parler de développement local, mais ça s'est construit avec des rencontres, ça s'est construit en allant voir des sites, des réalisations, ça s'est construit avec des lectures. Des gens importants, c'était notamment Bernard Pecker avec le livre où il avait un des premiers formalisés, c'était le développement local dans les années 90.
avec des textes de Goncharov, avec des textes de Neuschwander sur l'approche collective, etc. Je crois que, voilà, moi, je dirais que, moi, je pense, par rapport à disant ça, c'est par rapport à tous les gens qui prennent des responsabilités. C'est-à-dire que le développement local, il y a une histoire. Une histoire qui s'est construite depuis les années 60, où on est passé de l'aménagement du territoire à un développement très endogène, vivre et mourir au pays et travailler au pays, à un développement plus partenarial, etc., etc. Donc, je pense que moi, je me suis construit et j'ai construit ma pensée et mon action grâce à tout ça. Donc, c'est vraiment réfléchir à une approche systémique du territoire. Tout à l'heure, on parlait de l'accueil de nouveaux habitants, mais on peut très bien faire venir des artisans, mais si on ne pensait pas au logement dans lequel il va venir, si on ne pensait pas à la façon dont on va trouver du travail à la campagne, on aura raté l'accueil de nouveaux habitants. Et le développement, c'est ça. Ce n'est pas qu'économique, ce n'est pas que culturel, ce n'est pas que social, c'est tout un ensemble. Et peut-être que dans les années, fin des années 2000, j'avais vécu en travaillant pour les préfets, des changements de préfet tous les 2 ans, quand j'avais vécu des changements de président du conseil régional tous les 6 ans, on se dit qu'on n'a pas forcément envie à 45 ans de dépendre de la volonté des politiques, même si moi j'ai eu une chance dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été sollicité pour aller sur des missions casse-figure, quoi, voilà, on a toujours venu me chercher pour des missions un peu casse-cou, donc je n'avais pas à me plaindre. C'était super valorisant et super intéressant, mais avec Catherine, on a voulu aller plus loin et que ce que j'écrivais pour un préfet ou un président de conseil régional, ça ne soit pas uniquement des textes que j'écrivais pour des actions qui ne se mettraient jamais en place, mais c'est que cette cohérence, on l'apporte nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, comme on le faisait souvent avec des créateurs, on est parti de nos rêves. Le rêve de Catherine, c'était un lieu de rencontre. Mon rêve à moi, c'était une librairie, mais c'est le genre de rêve qu'on a quand on a 10 ans, 15 ans, et puis qu'on laisse tomber. Donc, on a voulu mettre en place un lieu de rencontre autour du livre. Mais c'était la création de la librairie de Saran en 2000. En 2000, c'est-à-dire à une époque où parler des librairies café, librairies tartinerie, c'était un peu aberrant, c'était il y a 20 ans. Hein. Je ne vais pas reparler de l'histoire de la librairie, mais ça va me permettre de faire un lien avec un peu les fondamentaux de tous les projets qu'on a mis en place, parce qu'on est, en gros, on se shoot au projet avec Catherine, et elle encore plus que moi, certainement. Je crois que nous, les fondamentaux, c'est que on est parti sur une analyse de la non-demande. C'est-à-dire que si on avait attendu qu'il y ait une demande pour créer une librairie à Saran, on aurait pu attendre longtemps, ça ne serait jamais créé. Si on avait fait comme tout le monde de nous le demander une étude de marché, mais ça, pour leur faire plaisir, je l'ai fait. Et j'ai montré que l'étude de marché était négative. Et c'est parce que l'étude de marché était négative qu'on a créé la librairie. C'est-à-dire que si on parle des catégories socio-professionnelles, les paysans, les agriculteurs, les ruraux, les ouvriers, ils ne lisent pas, donc on ne crée pas de librairie. Si on regarde donc ça c'est pour les CSP, catégories socio-professionnelles. Si on regarde la zone de chalandise, sur l'isochrone de 15 minutes, il y a 10 000 habitants, donc il est aberrant de créer une librairie. Et puis on va vous dire, voilà. Et à l'époque, donc, on a eu des remarques négatives à la fois des projets des acteurs culturels, parce que mélanger la nourriture et le livre, je vous parle en 99-2000, hein, c'était une aberration, et pour les acteurs économiques, puisque l'étude de marché est négative, c'est une aberration économique. Et nous de dire que si on parle de ces critères-là, on ne créera jamais rien. Et la preuve, c'est que dans le modèle économique dominant, autant c'est aberrant de créer une librairie, mais c'est aussi aberrant de continuer à avoir une poste à la campagne, d'avoir une gendarmerie à la campagne, etc. Donc tout le schéma de lien social, de projet culturel tombe. Et nous de dire, il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir une librairie les gens qui sont à 15 minutes de la place du Capitole à Toulouse aient accès aux livres et qu'en milieu rural, on ne l'est pas. Donc, premier manque, donc librairie. Deuxième manque que l'on a observé,
Si je fais dans la chronologie, on en parlera après avec Emmanuel, mais à partir de la librairie, on avait la librairie fixe et puis on a participé à des colloques où il n'y avait pas de livre non plus de présenter. Et on s'est rendu compte lors de colloques que souvent, des colloques liés au développement local, bon, on ne se refait pas. Et les livres qui étaient souvent absents, on avait des livres de maisons d'édition très universitaires ou liés à l'INRA, par exemple, Coe, où c'était des livres, il y avait beaucoup de concepts, peu de méthodes et encore moins de récits de pratique. Et nous, ce qui nous a paru intéressant pour pouvoir toucher et qu'une entrée puisse amener d'autres entrées et qu'à partir d'une entrée, on puisse avoir d'autres lecteurs, donc un manque, il nous a paru qu'il manquait des livres qui associaient du concept, de la méthode et des récits de pratique. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on a voulu travailler et dans les années 2010-2011, on a créé notre maison d'édition, l'édition de la librairie des territoires. Alors, pour la petite histoire, Emmanuel, le premier qu'on a créé, c'est pour les 10 ans de la librairie. On a sorti un livre qui retraçait un peu l'histoire des 10 ans. Je peux le montrer qu'il est épuisé, donc, et vu le coût du livre, on ne le refera pas, mais c'était de la nécessité du livre et des libraires. Donc, c'était un livre qui retraçait mais pourquoi le livre, pourquoi des libraires et pourquoi des livres à milieu rural. Donc, c'est un livre qui avait été fait, écrit par toutes les rencontres qu'on avait eues pendant les premières 10 années de la librairie. Donc, voilà. Et à partir de là, donc, on a essayé de faire des livres avec, parfois avec des universitaires à qui on demandait, qui nous faisaient un livre très conceptuel, de demander de l'illustrer avec des exemples, ou des livres qui étaient liés à des rencontres sur lesquelles, bon, par exemple, on a fait un livre sur les circuits de proximité. C'était un livre qui était lié à tout un travail qui avait été porté par la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt sur une réflexion sur ce qu'étaient les circuits courts à l'époque, qu'on a appelé circuits de proximité. Voilà. Donc des livres qui associent concept, méthode, récits pratiques. Je continue dans ce qu'on fait. Et je crois que voilà, donc le leitmotiv, c'était les manques. Le deuxième manque qu'on a pu observer dans les années 2013-2014, c'était le fait que, et ça s'est vérifié malheureusement avec les attentats de janvier 2015, c'est que notamment dans le Gers, il y a une faible connaissance, un très faible apprentissage à l'analyse, à la lecture d'images. Autant les jeunes, et on l'a vu quand on rencontrait des médiateurs du livre qui étaient avec des gamins ou avec des ados, on leur apprend à la lecture et l'analyse du texte, mais peu à l'analyse de l'image. Donc ça nous a paru intéressant de réfléchir à l'illustration, c'est quoi? L'illustration, c'est du langage illustré, c'est de l'image narrative, et donc on a travaillé sur ce qu'on voulait créer à l'époque. Notre premier projet, c'était les universités d'été de l'illustration. La rencontre avec François Place nous a dit que ça faisait un peu trop politique comme projet et qu'il fallait trouver un nom un peu plus consensuel. Et donc, on a créé en 2014 les estivales de l'illustration qui ont essayé de répondre à cette problématique avec des masterclass, avec des ateliers, en décloisonnant tous les publics par rapport à la lecture d'images. Mais en gros, les projets se sont portés par rapport à ça. Là, on était essentiellement Catherine et moi. Et puis, collectivement, parce que dans le village, il y a eu l'opportunité d'acheter une maison. Et là, on est passé de projets qui étaient plutôt individuels à un projet qui devient collectif, puisque un groupe de 21 personnes, 21 citoyens, a acheté une maison qui est devenue la maison d'illustration à Saran, pour développer un lieu de référence autour de l'illustration dans le prolongement de ce qu'on avait mis en place au niveau des estivales, puisque dès les années 2014, on avait réfléchi avec des élus, avec la communauté de communes, sur ce concept de village d'illustration. Donc c'était un manque par rapport à des lieux de référence. Les lieux de référence autour de l'illustration, aujourd'hui c'est Moulins en France, c'est Strasbourg, et vous voyez qu'entre Moulins et Strasbourg, il y a la place pour Saran.
Et aujourd'hui, on en est dans une phase suivante un peu où on s'est rendu compte qu'il y avait un manque par rapport aux métiers liés à l'illustration, et on est dans cette phase-là. C'est-à-dire que je pense, moi, en provoquant toujours un peu, je pense que tout le numérique, c'est has-been, hein, c'est périmé, le numérique, c'est derrière nous. Par contre, à l'instar de ce qui se voit en milieu urbain, et on prend appui sur ce qui est milieu urbain, il y a plein d'espaces qui sont dédiés à la sérigraphie, il y a plein d'espaces qui sont liés à la gravure, il y a plein d'espaces qui sont liés à la typographie. Ce n'est pas la typographie pour faire les journaux d'avant, c'est la typographie portée par des artistes. Et aujourd'hui, je crois qu'après avoir labouré pendant des années et fait du réseau pendant des années, aujourd'hui, collectivement, on a les premiers effets induits, puisque la librairie, on l'a transmise, c'est Hélène Bustos qui la porte depuis le mois d'avril. Les estivales, c'est quelque chose qui est installé, mais le prochain challenge, c'est comment on va faire pour installer des jeunes qui veulent venir et in site et dans l'histoire à ce moment-là. Et donc ça reboucle avec la question au départ de Condon d'Aubrac qui était comment aider à l'installation de jeunes et de jeunes agriculteurs. À Saran, on installe des jeunes créateurs et des jeunes artistes, et donc c'est tout aussi important et intéressant. Et pour finir, du coup, Didier, si tu avais un conseil culture, lecture… Ah oui, si tu as encore des trucs à dire, tu peux. Deux ou trois trucs. Et finir sur un conseil lecture, culture pour nous autres confinés. Oui, par rapport à notre expérience, mais à d'autres expériences, et par rapport à rural urbain, je ne vais pas rajouter à tout ce qui a très bien dit Claire, mais moi je pense, ça c'est les 30 ans ou 40 ans d'expérience. En milieu rural, l'échec, entre guillemets, pour moi, est quasi interdit. Je veux dire par là qu'on a créé la librairie en 2020. Entre 2020 et aujourd'hui, sur Toulouse, en 2000, excusez-moi, entre 2000 et aujourd'hui, sur Toulouse, des librairies un peu comme nous, des cafés-librairies, il s'en est créé quasiment 10. Sur les 10, il y en a 7 ou 8 qui ont disparu et il y en a 3 qui continuent à rester. Si la librairie de Saran n'existait plus, n'avait pas existé, n'avait pas continué, je crois que ça aurait cultivé l'élément de pessimisme. C'est-à-dire que, on vous l'avait bien dit, c'est pas possible. On vous l'avait bien dit que nous, on a incité, comme tout à l'heure tu le disais, on a incité à nos enfants de partir de la campagne parce qu'il n'y avait pas d'avenir. Mais la preuve, c'est déjà dérangeant que les gens de l'extérieur viennent créer. Ça, c'est un premier dérangeant. Mais le deuxième élément dérangeant, c'est qu'on ait existé. Alors que tout le modèle économique devait lui dire de partir. Et donc, c'est un peu difficile, je pense. Mais dire si on rate certains moments… en gros, j'ai eu une action il y a 20 ans à Mur de Barès, avec des élus, une action avec des demandeurs d'emploi. Et c'était la réflexion qu'on avait à l'époque avec le préfet. C'est pas pour rien que je parle avec le préfet. Et c'est-à-dire qu'une action Mur de Barès pour les demandeurs d'emploi, il n'y en avait jamais eu auparavant. Il était impossible que ça se passe mal. Ça ne pouvait pas mal se passer parce que par rapport à ce changement, ça allait être un peu difficile. Et moi, je dirais que par rapport à l'accueil, pour moi, ce qui est primordial, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que si on crée une ambiance, si une ambiance est favorable, si une ambiance de co-construction, si une ambiance de confiance, c'est pour moi le point le plus important. Et ça, c'est certainement le plus difficile. Et qu'aujourd'hui, par rapport aux campagnes, je crois que, à mon avis, il faut revenir aux fondamentaux du développement local, à cette approche, ce lien entre tout le monde. Un conseil lecture pour nous autres qui sont confinés, alors ça peut être de la librairie du territoire ou d'ailleurs. Comme vous avez le temps, vous avez un mois de confinement, je vous conseille, vous avez dit développement local, c'est un livre qu'on a fait, de nos derniers livres qu'on a fait avec l'UNADEL. L'UNADEL, c'est l'Union nationale des acteurs du développement local, avec comment s'est construit ce concept depuis les années 80 à quasi aujourd'hui, puisqu'on est en train de préparer le tome 2. Mais pour attendre le tome 2, vous avez déjà pas mal vous avez 350 pages qui vous permettent d'attendre le tome 2. Donc, vous allez dans n'importe quelle librairie. On est la librairie des territoires et sur la base de données, la librairie française. Et on va recevoir des commandes, on enverra les livres. Voilà. Ensuite, concernant un peu le monde dans lequel on est, on a rencontré sur un festival
un auteur sénégalais, Felwine Sarr, qui a écrit un tout petit livre, Habiter le monde, essai de politique relationnelle. C'est un auteur sénégalais, économiste et philosophe, qui nous, dans un petit livre qui nous montre un peu comment on peut vivre ensemble entre ex-colonisés et nouvelles populations. Et ça nous renvoie aussi comment on peut vivre le monde avec les problématiques d'environnement, etc. Et peut-être le dernier livre que je pourrais évoquer, je ne l'ai pas là, mais le titre, ça a été publié il y a 15 jours aux éditions de l'Atelier. C'est un livre qui est fait par un élu qui est important par rapport au développement local, c'est Joe Spiegel, maire de Kirgenstein en Alsace, à côté de Mulhouse, qui a écrit un livre sur le décider ensemble, sur le fait que demain, c'est la démocratie ouverte qui devrait nous amener à réfléchir collectivement sur des projets. Et un peu de publicité à mon tour, on organise avec un collectif et plein de réseaux nationaux la nuit de la démocratie le 12 décembre, où étant confinés, on ne pourra pas le faire à partir de lecture comme précédemment, mais on va le faire avec une intervention en vidéo de Joe Spiegel, puisque c'est un livre de Joe Spiegel, Joe Spiegel, S-P-I-E-G-E-L, sur la démocratie ouverte et quelle façon, comment on peut mettre en place une nouvelle pratique dans nos territoires. Et de mon côté, si vous devez vous donner un conseil culture déconfiné, ce sera dès que vous pouvez de venir à Saran dans le Gers, manger une tartine, lire des livres, aller à l'exposition en cours à la maison d'illustration. En ce moment, elle est sur les jardins et ça tournera sûrement l'année prochaine. Et surtout, de venir aux estivales au premier week-end de juillet 2021, troisième week-end de juillet 2021, si tout va bien. On y sera et on aura sûrement de volontaires. Élodie, je te rends la parole. Ici, Saran, à Albi, à vous les studios. Merci Emmanuel. Merci infiniment à nos 3 intervenants pour vos témoignages, vos initiatives qui sont très inspirantes. C'était un super café confiné, qu'on espérait un café de campagne, mais avec ce confinement, on retourne à nos vieilles habitudes. Merci infiniment à tous. On se retrouve sur le prochain café de campagne, on l'espère, qui aura lieu début décembre, toujours en ligne, mais on l'espère déconfiné. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous si vous voulez participer à la Nuit du bien commun, qui aura lieu le 23 novembre, dans lequel on fait partie des lauréats et dans lequel on sera en lice et vous aurez la chance de voir Thibaut, qui sera en direct du théâtre Mogador normalement, pour présenter un peu plus le projet d'Insit. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre de votre salon le 23 novembre en ligne. On vous enverra toutes les infos. Merci beaucoup. On a traditionnellement l'habitude de se féliciter et de vous remercier de manière distancielle. Au plaisir de vous revoir sur ce prochain café de campagne. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre énergie. C'était un moment qui m'a fait beaucoup de bien, en tout cas moi personnellement, dans cette période un peu complexe et qui donne envie, d'aller à Saran, de retourner à Condon d'Aubrac parce que je connais un peu plus l'Aveyron habitant à Albi, et puis peut-être de venir vous voir Claire chez vous pour prendre un café dès qu'on aura l'occasion. Merci à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des envies, des sollicitations. On se fera aussi le relais auprès de nos intervenants. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Une grosse pensée à Thibaut. Merci beaucoup.